Puis, on sait que les patients n'ont pas toujours reçu les bonnes informations, ou en tout cas se questionnent sur ces informations. Donc, l'idée, là, c'était justement de revenir dessus et qu'on soit tous raccords. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran, Sophie? Ok, bon, bah, ça. Oui, c'est bon, ouais. Super. Et ben, dans ce cas-là, on y va. Déjà, pour reposer un petit peu le contexte, je vous rappelle que je vous dis qu'il y a plus de 900 espèces de tiques qui existent à travers le monde et que dans ces espèces de tiques, toutes ne sont pas d'intérêt médical. Et en France, on a environ une quarantaine d'espèces sur notre territoire. Et donc, il y en a plusieurs de ces espèces qui sont d'intérêt médical, et notamment la tique Ixodes ricinus que tout le monde connaît bien. Voilà cette petite tique, Ixodes. On la connaît et c'est celle qui va nous intéresser le plus là, pour ces mesures de prévention. Je me permets de prendre un peu de temps dessus parce qu'il y a d'autres espèces de tiques dont vous entendrez parler, peut-être les patients vous en parleront. Et en fait, les mesures de prévention ne sont pas systématiquement les mêmes parce qu'elles ne vivent pas de la même façon. Elles ne vivent pas dans le même écosystème, elles ne se nourrissent pas sur les mêmes hôtes et elles ont des saisons éventuellement d'activités différentes. Donc, ce qu'on va raconter, c'est ce qui est le plus général et ce qui concerne la tique la prédominante, Ixodes, mais qui n'est pas complètement applicable à toutes les tiques. On a tous entendu parler de Yaloma, c'est cette tique géante là, à pattes rayées qu'on a en Corse, dans le sud de la France également. Et cette tique-là, elle peut être responsable de ce qu'on appelle la fièvre hémorragique Crimée-Congo, donc elle peut la transmettre. Cette tique, elle est implantée dans le sud de la France, elle est très largement surveillée étant donné son risque sanitaire. Pour le moment, il n'y a pas eu de cas de fièvre hémorragique en France. Il y a eu quelques cas en Espagne là, depuis plusieurs années, de façon très sporadique, mais donc voilà, cette tique-là, elle ne vit pas du tout de la même façon. Elle est plutôt dans les terrains secs, vous voyez, elle n'est présente que dans le sud de la France et elle n'est pas nécessairement associée aux zones boisées. Donc, les modes de prévention seront probablement différents si on était amené à développer des campagnes de prévention contre cette piqûre de tique-là. Dermacentor, une autre tique largement répandue, dont la façon de vivre est plus proche d'Ixodes, qui est responsable notamment de la transmission de certaines rickettsioses et du tibola, donc cette ulcération du cuir chevelu associée à une adénopathie cervicale. Rhipicéphalus, une tique plutôt du bassin méditerranéen, qui, elle, est plutôt une tique endophile, c'est-à-dire qu'elle ne va pas sortir sur les herbes, etc. Elle va plutôt rester dans des petits nids, et c'est elle qui est à l'origine de la transmission de la fièvre méditerranéenne, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, qui est une rickettsiose, plutôt dans le sud de la France. Et puis celle-ci qu'on ne trouve pas nécessairement en France, Ornithodoros, c'est une tique molle qui est responsable, pour certaines, alors il y a plein de types molles, et qui peut être responsable de la transmission de Borrelia, donc des borrélioses récurrentes à tiques, notamment en Afrique, et donc qui sont des borrélioses complètement différentes de la borréliose de Lyme, qui elle est transmise par cette tique Ixodes. Donc quand on parle des préventions des maladies vectorielles à tiques, en fait, c'est un titre un peu trop large et on va devoir faire un focus d'intérêt sur celle qui nous concerne le plus, donc c'est Ixodes. Il y a probablement des principes communs, mais il faut individualiser les méthodes à la maladie que l'on veut cibler, au groupe de maladies vectorielles atypiques. Donc, on fait un focus d'intérêt sur les maladies transmises par Ixodes ricinus, donc c'est celle qui transmet la borréliose de Lyme et notamment l'encéphalite atypique. Elle transmet d'autres choses, elle transmet la babésiose notamment, mais ça c'est très anecdotique et donc voilà, on s'y intéresse surtout parce qu'elle est l'agent vecteur de la borréliose de Lyme, qui est la première zoonose dans l'hémisphère nord. La surveillance par le réseau Sentinelle nous rapporte qu'en médecine générale, l'incidence de la borréliose de Lyme est environ, en moyenne, là, depuis une dizaine d'années, de 60 pour 100 000 habitants. Ça fait à peu près 60, 80, 90 000 nouveaux cas par an en France. Et en médecine générale, c'est 98% d'érythèmes migrants. Donc, c'est important
ça représente quand même un volume important de malades, donc il faut connaître la maladie, puis il faut connaître comment la prévenir pour éviter ces cas-là. En hospitalisation, c'est environ 700 cas par an. Alors en 2020, il y en a peut-être eu, il y en avait 700 cas en 2020, peut-être un peu plus les années précédentes, sachant que l'année 2020 était une année un peu particulière, puisque l'accès à l'hôpital a été très impacté par le Covid. Donc on verra sur l'année 2021 comment ça s'est comporté. Et à l'hôpital, c'est 50% de neuroborréliose globalement. Quand on regarde les incidences, on voit qu'entre 2015 et 2016, et puis dans les années 2018-2019, il y a eu une augmentation de l'incidence. Ce n'est pas complètement bien expliqué, mais ça nécessite d'une part d'être surveillé et pour nous, du côté des soignants, d'avoir une vigilance sur cette maladie qui est présente et qu'il ne faut pas négliger. Sur la petite carte de France, là, je vous ai mis une représentation de l'incidence de la borréliose de Lyme en France. Et donc, on sait très bien que nous, en région ouest, on n'est plutôt pas très impacté. On est sur des incidences assez basses. Malgré tout, c'est une maladie qui existe, que l'on voit, y compris pour des gens qui n'ont pas voyagé, qui ne sont pas sortis de notre région. Donc, il ne faut pas du tout banaliser en disant « non, mais en Bretagne, il n'y en a pas ». On a de la borréliose de Lyme, même si évidemment, on en a moins dans l'est de la France ou dans le centre. Je vous ai mis en comparaison le nombre d'encéphalites à tiques liées donc au virus TBE transmis par Ixodes ricinus. Globalement, sur les dernières années, il y a probablement une vingtaine de cas par an en France. Alors, ce n'était pas une maladie à déclaration obligatoire jusque-là. Elle l'est depuis l'année dernière et donc on aura des chiffres beaucoup plus fiables à partir de maintenant. Justement grâce à la déclaration obligatoire. J'ai mis sauf en 2020. En 2020, il y a eu plus de cas, non pas pour des transmissions par les tiques, mais pour des transmissions à partir de produits laitiers contaminés. Donc, c'était un mode de transmission un peu particulier qui a été bien retracé par les équipes épidémiologiques. Quand on essaye de comprendre un petit peu les facteurs qui vont entraîner un risque d'infection, faut déjà se rappeler que la tique, elle a 3 stades, le stade larvaire, la nymphe et le stade adulte, et que pour la tique Ixodes ricinus, entre ces 3 stades, il faut qu'elle fasse un repas sanguin. Donc les petites larves, elles mangent plutôt sur des petits hôtes, des petits mammifères comme des rongeurs, éventuellement des oiseaux. Les nymphes, elles mangent sur un petit peu plus gros mammifères, et parfois sur l'homme. On a mis la nymphe mange sur l'homme parce que c'est vraiment les nymphes qui nous piquent le plus. Et puis les adultes mangent sur des plus gros mammifères, et notamment sur les cervidés. Et le risque d'infection, il dépend de la présence de la tique vectrice, qui elle-même dépend de la présence d'un environnement favorable et du fait qu'il y ait des hôtes sur lesquels elle peut manger, du taux d'infestation de la tique par le pathogène. Et donc, on sait qu'en Bretagne, on a autour de 10 à 15% des Ixodes qui sont infectés par Borrelia, et puis de l'exposition de la population humaine. Si on ne va jamais dans les zones où il y a des tiques, même s'il y a plein de tiques infectées, on ne peut pas, on a un risque très faible d'infection. Donc, est-ce qu'il y a de la tique vectrice en Europe, en France? Oui, très largement. Donc ça, c'est les cartes de l'ECDC qui représentent donc en rouge la zone d'extension de la tique Ixodes ricinus. Donc, elle est présente partout en Europe. Les environnements, les écosystèmes favorables, on le sait, c'est la forêt non entretenue avec des litières de feuilles, c'est les herbes hautes, c'est les zones de sous-bois, plus que les chemins où finalement, là, on a rasé la végétation dans laquelle pourrait se cacher la tique. Et puis, il faut des hôtes sur lesquels la tique va manger, va faire chacun de ses repas. Et en fait, Ixodes ricinus, elle a une grande capacité à se nourrir de plein de mammifères différents. Et donc, pour contrôler cet écosystème favorable, c'est beaucoup plus compliqué que si on avait une tique qui ne mangeait que sur un type d'animal, où là, du coup, on pourrait faire une action très ciblée sur l'animal sur lequel elle se nourrit. Et puis, j'ai rajouté ce petit encart sur la saisonnalité. L'activité des nymphes, ça c'est en Bretagne, elle est maximale au mois d'avril, mai, et puis elle commence à diminuer, mais elle est quand même présente toute l'année. Si les hivers ne sont pas trop froids, on peut être piqué par une tique un peu toute l'année, notamment en Bretagne, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans l'est de la France, où en hiver, quand il fait trop froid, la tique se met en diapause, c'est-à-dire en repos, et on ne va pas être piqué. Et donc, il faut prendre l'ensemble de ces paramètres-là
pour estimer un risque d'infection. Donc, c'est un ensemble, c'est tout un écosystème et ce n'est pas si facile que ça d'évaluer le risque individuel à partir de tout ça. Quand on regarde des données plus centrées sur l'humain, c'est où est-ce qu'on peut se faire piquer en France. Donc ça, c'est une carte qui a été élaborée à partir des déclarations de piqûres de CITIC. Je ne sais pas si vous connaissez CITIC, mais c'est un programme participatif de recherche qui est basé à Nancy, en lien avec l'INRA, où les gens déclarent leur piqûre de tique, soit sur eux, soit sur un animal. Ils peuvent envoyer la tique qui ensuite va être analysée sur le plan de la morphologie. Est-ce que c'est un Ixodes? Est-ce que c'est un Dermacentor? Est-ce que c'est une autre espèce de tique? Et également sur la présence ou non de pathogènes à l'intérieur des tiques. Donc, il faut prendre cette carte-là avec beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de recul, c'est-à-dire tous les points, ça correspond à une piqûre de tique. Ce n'est pas parce qu'on habite en région parisienne qu'on a plus de risques de se faire piquer par une tique. C'est juste qu'il y a beaucoup de monde en région parisienne et sur cette densité de population importante, il y a pas mal de gens qui vont aller déclarer leur piqûre de tique quand ils vont aller en forêt ou aller se balader dans les bois. Et donc, du coup, on a beaucoup de points. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on se fait plus piquer en région parisienne. Ce qu'on peut dire de cette carte, c'est qu'on se fait piquer partout en France et de façon assez bien répartie sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, dans les zones où il y a plus de borréliose, il y a aussi plus de points. Peut-être que ça reflète également le fait que les gens sont plus sensibilisés et qu'ils envoient leur tique à CITIC. Quand on regarde les chiffres, on a environ 50% des gens qui se déclarent se faire piquer en forêt. Alors, CITIC, ça c'est ce dont je viens de vous parler. Le baromètre santé, c'est une enquête téléphonique menée par Santé publique France qui interroge des gens de plus de 18 ans. Il y a environ 10 000 personnes qui sont contactées par téléphone, il y a 50% de répondants. Et donc, il y a tout un ensemble de questions sur la santé et un volet sur les tiques et la borréliose de Lyme. Et donc, voilà, on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres entre CITIC et le baromètre, mais on peut dire que globalement, 50% des gens qui sont piqués se font piquer en forêt. Donc, c'est vraiment un lieu sur lequel il faut insister auprès des patients. Les données un peu plus nouvelles, peut-être, c'était qu'il y a entre 16 et 30% des gens qui se font piquer dans les parcs et les jardins individuels. Et donc là aussi, on peut communiquer dessus. Il ne s'agit pas d'être anxiogène pour les patients, mais peut-être juste de leur dire, quand vous faites du jardin, quand vous allez tailler vos broussailles, désherber les herbes hautes à la au début du printemps, n'oubliez pas d'utiliser les mesures barrières également pour éviter d'être piqué ou pour éviter de développer la maladie si vous avez été piqué. Et puis, vous voyez, il y a entre 11 et 20% des gens qui se font piquer en bordure de champs en prairie. Et là, peut-être, ça vise plus une information ciblée en fonction de la profession, notamment chez les agriculteurs. Un peu de détails sur les circonstances dans lesquelles les gens se font piquer. Il y a 50% des gens pour lesquels c'est de la promenade, de la randonnée. Donc là aussi, on est bien placé en tant que médecin, en tant que professionnel de santé de première ligne ou de seconde ligne, où les infectiologues, on demande beaucoup les activités de loisirs des gens, parce que justement, on peut cibler les conseils en fonction de ce qui nous dit. Il y en a 33%, c'était dans leur résidence, notamment dans leur jardin, etc. Et 10% des gens de leur activité professionnelle. Donc, les grands principes de prévention collective par rapport aux piqûres de tiques vont s'appuyer sur ces données-là d'écosystème, comment vit la tique, dans quel environnement. Et donc, c'est assez complexe et on va laisser ce travail à des experts en écologie, environnement et risques vectoriels. Et c'est à eux de nous donner les clés. J'étais à une réunion la semaine dernière et effectivement, il y a plein d'études qui sont menées et les conclusions sont pas si faciles à tirer parce qu'en fait, ça dépend vraiment de l'environnement et ce qu'on va dire peut-être dans une forêt qui va être une forêt où il y a beaucoup de cerfs, c'est peut-être un peu différent d'une forêt qui a été entretenue un peu différemment avec des sapins et où il y a moins de cerfs et plus de petits rongeurs, par exemple. Donc, c'est à eux de nous dire comment faire et de faire un retour vers ceux qui gèrent les espaces, notamment les villes, l'ONF pour la gestion des forêts, etc. Mais que globalement, on peut retenir qu'il y a un contrôle de l'habitat des tiques, c'est-à-dire l'entretien des forêts, entretenir les chemins, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des zones dans lesquelles on peut passer sans qu'il y ait de risque parce qu'on va être mêlé aux herbes hautes. Probablement un intérêt du maintien de la biodiversité, le fait qu'elle ait plein d'hôtes pour se nourrir, la tique, fait que on dilue
parce qu'en fait, tous les autres ne sont pas compétents pour garder la borrelia en eux, et donc on dilue le risque d'avoir une tique infectée. Bien sûr, d'informer les usagers par les politiques de santé, avec soit en dehors des zones à risque, mais aussi dans les zones à risque, qu'il puisse y avoir un petit encart pour que les gens se rappellent les mesures préventives. Après, est-ce qu'on arrivera à éradiquer les tiques? Quand on en parle aux ticologues, probablement pas. Il y a des mesures de lutte chimique, écologique, biologique, etc., qui sont mises en place, notamment parce que ça a un gros impact vétérinaire dans certains endroits du monde, les tiques, mais c'est probablement pas vers une éradication des tiques qu'on va aller, parce que ça paraît pas possible. Nous, ce qu'on peut redire à nos patients à partir de ça, c'est le contrôle de l'habitat individuel. Et là encore, je pense qu'en tant que professionnel de santé de première ligne, on connaît comment vivent les gens, comment ils mènent leurs activités, et donc on peut être de bons conseils. Déjà, dans son jardin, éviter les herbes hautes, pouvoir essayer d'avoir des zones où les enfants jouent plus, etc., qui sont bien tendues, pas à risque. Évite aussi le passage des animaux sauvages, notamment les cerfs dans les jardins. Il y a quand même un certain nombre de gens qui habitent à la campagne, en lisière de bois, et le fait d'avoir des animaux sauvages qui, eux, vont être porteurs de tiques qui arrivent dans le jardin, et ben les tiques vont pouvoir retomber dans le jardin et être du coup vivre là, et puis ensuite aller vers des autres qu'elles vont rencontrer, donc y compris nous. Entretenir les espaces verts pour limiter également la présence de petits rongeurs. Et puis les tiques, elles vont se positionner aussi sur nos animaux. Les animaux, elles vont pouvoir voyager dessus, revenir dans nos maisons, dans nos jardins, sur les animaux, sans nécessairement les avoir piqués dès le départ. Et donc la meilleure façon de s'en débarrasser, c'est après des promenades où ils vont être allés jouer dans les herbes hautes, dans les sous-bois, etc., pouvoir les brosser pour éliminer les tiques qui sont dans les poils des animaux, retirer toutes les tiques accrochées de façon à ne pas les ramener dans un environnement domestique. Donc ça, c'est la partie un peu prévention collective. Je pense qu'il y a une partie de ces conseils que l'on peut donner aux patients. Et puis après, il y a vraiment les conseils de prévention individuelle. Et c'est le pilier de la prévention pour lutter contre la borréliose de Lyme. En prévention primaire, c'est une prévention mécanique, c'est-à-dire empêcher que la tique puisse arriver sur nous et venir nous piquer. Donc, c'est porter des vêtements longs et couvrants. Bon, ça paraît assez logique, c'est-à-dire que si on n'a pas trop de peau accessible, ben, la tique, elle va avoir du mal à chercher un endroit pour piquer. On est rarement piqué sur les mains ou au niveau du visage parce que la tique, elle a besoin de chaleur, d'humidité. Donc, quand elle pique, elle va plutôt essayer de se mettre dans des zones un peu cachées. Donc, ça va être sous les aisselles, sous les fesses, derrière les genoux, au niveau du ventre. Et donc, si on est bien couvert, elle va avoir du mal à remonter. On dit des vêtements de couleur claire, non pas parce que ça fait fuir la tique, mais c'est parce que c'est plus facile de repérer un petit point noir et du coup de chasser la tique sur un vêtement blanc ou de couleur claire que sur un vêtement noir. Le chapeau pour les enfants, ça c'est important, non pas parce que les tiques tombent des arbres, en fait les tiques elles restent surtout, les tiques de type Ixodes sont des tiques qui sont très sensibles à la dessiccation, donc elles ont besoin d'humidité, donc les larves et nymphes, elles vont monter à 10, 20, 30 cm, les adultes peut-être à 50 cm d'hauteur, mais une tique de type Ixodes, elle ne va pas monter en haut d'un arbre et tomber d'un arbre pour nous piquer. Le chapeau, c'est parce qu'en fait, les enfants, ils sont déjà plus petits, donc ils peuvent être à hauteur d'herbe, leur visage peut être à hauteur d'herbe, et en plus, ils ont tendance à faire des choses que nous, on fait moins en tant qu'adultes, comme se rouler dans l'herbe ou éventuellement aller faire un bouquet de fleurs pour maman, la tête dans les herbes hautes, et donc le chapeau va permettre d'éviter de se faire piquer à un endroit où finalement, c'est difficile de voir les tiques, parce que dans les cheveux, on ne les sent pas bien, et en plus, il y a une complication de type un érythème migrant, dans les cheveux, c'est compliqué à documenter. Donc, d'où le chapeau pour les enfants notamment. Et puis, il y a cette histoire de chaussettes sur le pantalon ou éventuellement le port des guêtres. On comprend bien que quand on fait son jardin, systématiquement, on ne va pas aller mettre ses chaussettes sur son pantalon. Peut-être que c'est quand même un conseil qui a son intérêt, notamment lorsque, justement, on va aller défricher une zone d'herbe haute qu'on n'a pas entretenue. Quand on va faire son jardin en lisière de forêt et justement dans cette zone-là, là aussi, c'est pour éviter que la tique puisse rentrer.
Il y a la prévention primaire chimique, donc c'est l'utilisation de répulsifs qui vont avoir une odeur en fait, qui va faire chasser les tiques. Il y en a deux qui ont l'AMM, le DET et l'IR3535. Ce sont des répulsifs pour lesquels, clairement, une utilisation occasionnelle, lorsqu'on va être vraiment dans une zone à risque, je ne sais pas, on va faire une session camping en pleine nature au moment de la saison des tiques, c'est probablement intéressant. Mais est-ce qu'il faut l'utiliser tous les jours, etc. quand on vit à la campagne? Probablement pas. On manque de données sur leur utilisation au très long cours. Comme tous les médicaments, parce qu'ils sont reclassés dans les produits de type médicaments, et c'est donc pour ça qu'ils vont être tous réanalysés pour avoir une AMM, c'est en cours. Il y a des précautions d'emploi et il y a des contre-indications, notamment chez les enfants ou chez la femme enceinte. Il y a parfois des précautions de dose, voire des contre-indications. Donc, je ne vais pas les détailler, ce sera accessible. C'est également accessible sur le dernier BEH des voyageurs de 2021 et je pense dans le prochain également. Et donc, il faut bien faire attention à ces précautions d'emploi. Un petit point quand même sur l'utilisation d'huile essentielle ou d'extraits de plantes, ce n'est pas recommandé dans la prévention contre les tiques pour plusieurs raisons. La première, c'est en termes d'efficacité. Elles ont une durée d'action limitée dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est que si on se met un peu d'huile essentielle sur le poignet, peut-être qu'il y a un effet sur les 5-10 cm autour de la zone où on a mis l'huile essentielle, mais que ça ne va pas avoir un effet répulsif global. Et dans le temps, parce que en fait, ça dure très peu de temps, l'action des huiles essentielles. C'est pour ça que ce n'est pas recommandé en termes d'efficacité. Il ne faut jamais oublier que les huiles essentielles ont des risques cutanés, neurologiques chez les plus jeunes enfants et également allergisants. Et donc, la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur de leur utilisation. Il y a un petit point aussi sur la permétrine, qui, elle, n'est pas un répulsif cutané, mais pour imprégnation vestimentaire, qui ça peut être utilisé. Et probablement que c'est un bon conseil si vous avez des gens qui vont faire une semaine de camping en pleine saison des tiques, dans une zone à risque, peut-être qu'ils peuvent justement là imprégner leurs vêtements, ce qui fera une mesure barrière supplémentaire. La vaccination, où on en est, il n'y a pas de vaccin disponible pour la borréliose de Lyme. Il y en a eu un il y a plusieurs années, au début des années 2000, aux États-Unis, qui n'a plus été commercialisé assez rapidement. Et là, il y a Valneva qui est en cours de recherche sur un vaccin qui est actuellement en phase 2, les résultats annoncés ont été plutôt favorables et qui s'associe avec Pfizer pour une phase 3 qui est prévue en fin 2022. Donc, on aura peut-être des nouveaux résultats et une ouverture à ce niveau-là dans les années qui viennent. Je rappelle que quand même, il existe un vaccin contre une des maladies transmises par la tique Ixodes, qui est le vaccin contre l'encéphalite à tique. Il y en a deux, c'est Ticovac et Encepur. Donc, c'est un schéma vaccinal en 3 doses et puis un rappel à 1 an, puis tous les 5 ans ou 3 ans en fonction de l'âge. On peut faire il peut y avoir une interchangeabilité entre Ticovac et Encepur en fonction de la disponibilité des vaccins, sauf si on fait un schéma accéléré. Et c'est recommandé pour tous les voyageurs qui vont séjourner en zone rurale ou boisée dans les régions d'endémie du printemps à l'automne, donc dans la période d'activité des tiques. Et donc, c'est notamment certains lenders en Allemagne, l'Autriche, la Finlande, l'Estonie, donc plutôt l'Est de l'Europe. Bien sûr, ces recommandations vaccinales seront peut-être amenées à changer si l'épidémiologie change. Pour ce qui est de la prévention secondaire, elle est nécessaire et indispensable, même si on a tout bien fait avant, parce que une tique, c'est tout petit et que du coup, on peut se faire piquer alors qu'on a essayé de bien s'en protéger. Et donc, le principe, c'est de s'inspecter au retour pendant 48 à 72 heures. Donc, je vous ai mis une photo. Il faut bien se rendre compte de la taille des tiques. Donc, on peut très bien manquer une piqûre par une larve. Ça fait la pointe la pointe d'une aiguille. Donc, c'est vraiment tout petit. Et les nymphes, c'est un peu plus gros, mais ça reste quand même vraiment tout petit. Et c'est bien de le faire au moment où on rentre de sa balade, mais également de le refaire 48-72 heures après, parce que la tique, elle va rester accrochée tout le temps de son repas sanguin qui dure plusieurs jours et elle va se gonfler. Et donc, une petite pointe, on peut la manquer, mais 2 jours plus tard, elle fera la taille d'un petit pois. Et du coup, là, on va plus facilement retrouver la tique. Donc, quand on cherche, il faut chercher dans les zones particulièrement à risque et également derrière la tête, là, dans les cheveux, et puis toutes les zones un peu chaudes.
du corps. Si on trouve une tique, il faut l'extraire. Et si on trouve une tique, il faut bien en chercher d'autres parce on était dans un coin à tique et donc on peut s'être fait piquer par plusieurs tiques. Pour l'extraire, on peut utiliser soit une pince à épiler, soit un tire-tique, dont je vais revenir dessus juste après. Et puis dire aux patients de surveiller la zone pendant environ 4 semaines. C'est surveiller la zone, puis c'est surveiller leur état général, s'assurer qu'ils n'ont pas de fièvre, pas de syndrome grippal, qu'ils n'ont pas une éruption cutanée, parce que tout ça, ça peut être des signes de maladies qui sont transmises par les tiques. Prendre des photos, oui, pourquoi pas, surtout de la zone qui a été piquée, parce que s'il se passe quelque chose, ça permet de surveiller l'évolution. Mais on peut dire aux patients qu'il n'y a pas besoin d'aller voir son médecin traitant juste parce qu'on s'est fait piquer par une tique. Je rajoute ici le petit logo CITIC parce que si les patients ils retirent les tiques, ils peuvent les envoyer à CITIC, les déclarer, et ça fait avancer la recherche avec une participation citoyenne. Le principe du tire-tique, c'est une petite pince en crochet que l'on glisse sous le corps de la tique, entre la peau et la tique, et puis on tourne dans un sens ou dans un autre sans tirer de façon à ne pas arracher le rostre du reste de la tique, et ensuite on désinfecte. Il y a de vieilles utilisations je fais brûler la tique, je mets de l'éther, je mets des produits chimiques dessus. Il faut pas le faire parce que c'est pas une bonne façon de faire. Ça agresse la tique et ça risquerait de la faire régurgiter. Et dans sa salive se trouve l'agent pathogène. Donc, on désinfecte plutôt après avoir retiré la tique au tire-tique et on évite toute autre technique que celle-ci. Une fois qu'on a dit tout ça, on a à peu près tout dit sur la prévention des maladies à tiques, mais les patients, ils ont parfois d'autres questions. Et l'une des questions, c'est que faire si le rostre reste sous la peau? Donc ça, c'est une tique, donc avec ses pattes, son ventre. Dans son ventre, il y a son tube digestif, ses glandes salivaires, et donc elle pique avec ça. C'est une sorte de harpon qu'on appelle le rostre. Vous voyez, il est avec des petites crénures qui fait que elle est bien enchâssée à l'intérieur de la peau. Et ce rostre-là, c'est par là qu'elle aspire le sang, mais également par là qu'elle régurgite sa salive au fur et à mesure de son repas sanguin. La bactérie de Lyme, la Borrelia, elle se trouve dans le tube digestif. Quand le sang arrive, elle va passer dans les glandes salivaires, puis ensuite, elle peut être régurgitée. Donc, si jamais on laisse le rostre à l'intérieur de la peau et que le reste de la tique est parti, il ne faut pas s'inquiéter. En fait, il n'y a pas de réservoir de bactéries à l'intérieur du rostre. Ça va entraîner une petite réaction inflammatoire locale, soit le corps va éliminer en fait, ce rostre comme un corps étranger, soit il va se créer une petite cicatrice sous forme d'un granulome local et qui n'a pas de gravité ni systémique, ni en termes de risque infection. Donc, pas d'inquiétude si le rostre reste sous la peau, pas de risque de transmission de maladies infectieuses. Après, une autre question, c'est que faire s'il y a une rougeur dès le repérage de la tique, alors notamment ce type de rougeur. C'est des petites rougeurs localisées, centrées par la piqûre de tique, voire même ici un petit point de nécrose. Alors, il faut rester vigilant, c'est-à-dire que est-ce que la tique, finalement, ça ne faisait déjà pas quelques jours qu'elle était accrochée et puis que c'est déjà un début d'érythème migrant. On a le droit de prendre un peu le temps, de prendre une photo, d'y retourner 72 heures après et dire au patient, si ça bouge, vous venez consulter. Si ça ne bouge pas et que ça disparaît après l'ablation de la tique, c'est peut-être juste une réaction inflammatoire à la piqûre de tique. De même, s'il n'y a pas de signe, si on a une nécrose avec un peu de fièvre et une éruption cutanée, ou même juste un peu de fièvre avec une nécrose, c'est peut-être déjà une transmission de type Rickettsies, et donc ça vaut le coup de consulter. S'il n'y a pas de signe associé, on peut aussi prendre un peu de temps et voir ce que ça évolue avec uniquement des soins locaux. Donc je pense qu'on peut être rassurant en donnant ces conseils-là aux patients. Vous prenez en photo, vous regardez ce que ça donne à 72 heures de l'ablation de la tique, parce qu'un érythème migrant, ça ne guérit pas en 72 heures. Et s'il n'y a pas de signe associé, on peut se permettre de surveiller sans inquiétude. Il y a aussi des lésions qui apparaissent, qui peuvent faire penser à un érythème migrant, mais parfois qui ne font pas du tout penser à un érythème migrant. Ça, c'était une publication assez récente où ils ont repris tous les érythèmes migrants et vous voyez, il y a des choses qui sont parfois très, très atypiques, comme ici. Donc là, il y a l'érythème migrant un peu en cible avec un rehaussement périphérique. Donc ça, on va dire que tout le monde y pense maintenant et on consulte son médecin traitant. Puis de temps en temps, on a des lésions un peu moins typiques. Là, c'est un peu échymotique. Là, c'est très échymotique. Là, c'était un petit peu
papuleux, prurigineux, et là, c'était même vésiculeux, et tout ça, en fait, était des érythèmes migrants atypiques. Donc, ça vaut le coup de consulter, en fait, quand on s'est fait piquer par une tique et qu'il y a une lésion rougeâtre, même si elle n'est pas typique d'érythème migrant, de façon à ce qu'on puisse réagir. Alors, ce n'est pas toujours simple de prendre une décision, c'en est un, c'en est pas un. La sérologie, à ce moment-là, elle est souvent négative, donc ce n'est pas une bonne aide, sauf si on se dit, je regarde, je surveille, je refais une sérologie 3-4 semaines plus tard. Ça peut être aussi une façon de faire. On peut aussi en discuter avec les infectiologues des centres de compétences. Est-ce qu'on traite, est-ce qu'on ne traite pas? Mais voilà, il ne faut pas exclure d'emblée un érythème migrant parce que ça a une drôle de tête et pas celui de la cible que l'on a tous appris. Donc, voilà pour une partie un peu plus clinique. Ensuite, les patients nous demandent souvent ou nous disent, nous, en consultation, c'est dommage, j'aurais dû vous ramener la tique pour voir si elle était infectée déjà pour voir si c'était bien une tique à risque et voir ce que vous en auriez fait. Alors, moi, je ne m'y risquerai pas parce qu'en fait, faire le diagnostic d'espèce pour un œil non averti, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialisé dans l'analyse d'éthique, c'est compliqué. Donc, ce qu'on peut dire aux patients, c'est que de toute façon, en termes de probabilité, c'est le plus souvent Ixodes ricinus en France. Et dans CITIC, je crois que c'était plus de 80% des gens qui s'étaient fait piquer par Ixodes ricinus. Donc déjà, en termes de probabilité, on peut dire aux patients que c'est probablement cette tique-là. Et que dans le contexte, ça représente un contexte épidémiologique favorable et donc il n'y a pas besoin de mettre le nom sur la tique. En plus, ça peut être abîmé pendant la toilette, pendant que les gens retiraient. Donc, je pense que vraiment l'identification n'est pas simple. On peut rappeler aux gens que s'ils participent à CITIC, c'est intéressant pour faire avancer les connaissances globales, mais il n'y a pas de retour individuel dans CITIC, donc il ne faut pas qu'ils attendent que CITIC leur dise « Ah oui, c'était bien une tique Ixodes, ah oui, il y avait tel pathogène à l'intérieur ». Ils n'auront jamais ça. Ensuite, est-ce qu'il faut l'analyser, cette tique? C'est-à-dire, une fois qu'elle est retirée, est-ce qu'il est possible de l'envoyer dans un laboratoire? Globalement, il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui font ça et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'il y a pas plusieurs études bien conduites qui ont regardé le pourcentage de risque de contracter une borréliose de Lyme lorsqu'on est infecté lorsqu'on est piqué par une tique infectée. Donc, globalement, il y a moins de 5% de risque de développer une borréliose de Lyme lorsqu'on est piqué par une tique infectée, sachant qu'on était à peu près à 10-15% de tiques infectées en Bretagne, moins de 5% de risque d'être infecté par une borréliose de Lyme, et sachant que la plupart du temps, c'est un érythème migrant, ça fait un risque qui est à moins de 10 pour 1000. Et donc, du coup, ça paraît, c'est pas justifié d'aller faire l'analyse de tique avec toutes les difficultés pour juste savoir s'il y a un risque potentiel qui est relativement faible. Une autre question, c'est est-ce que la tique a eu le temps de transmettre l'agent pathogène? Il faut savoir qu'il faut à peu près 12 à 24 heures pour que la tique puisse transmettre une borrelia. Globalement, parce qu'il faut que le signal du sang qui arrive dans le tube digestif, on va dire, réveille la borrelia, qui va ensuite modifier son métabolisme pour aller s'accrocher dans les glandes salivaires, puis ensuite passer lors de la régurgitation. Ce n'est pas le cas du virus TBE, qui lui a une transmission immédiate parce qu'il est présent de façon diffuse, y compris dans les glandes salivaires d'emblée de la tique. On doit recevoir une antibioprophylaxie en cas de piqûre. C'est non recommandé par les recommandations les plus récentes des sociétés savantes, quel que soit le terrain de la personne piquée, c'est-à-dire femme enceinte, enfant, personne immunodéprimée qui n'ont d'ailleurs pas de surrisque de borréliose de Lyme. Et ça pour des raisons épidémiologiques. On l'a vu, il y a très peu de risques de se faire infecter, même lorsque la tique elle-même est infectée par la borréliose de Lyme. Le risque de transmission est de moins de 5%. Et puis, il y a quand même le risque qui est lié aux antibiotiques. Ce n'est pas dit que ce sera toujours comme ça, puisque l'épidémiologie peut changer, l'épidémiologie des tiques, le pourcentage de tiques infectées, et donc peut-être qu'on changera cette recommandation un jour, mais actuellement, on est plutôt dans une balance bénéfice-risque qui est de ne pas recevoir d'antibioprophylaxie en cas de piqûre. Est-ce que de tout ça, les patients savent quelque chose? Ça a été regardé par le baromètre santé. Il y a 30% des répondants qui avaient déjà été piqués par une tique et parmi les gens qui se sentaient exposés, vous voyez, il y en a 2/3 qui utilisent bien les vêtements longs et 50% qui s'inspectent et retirent les tiques au décours d'une balade dans une zone à risque. Donc, ça fait à peu près 80% des gens qui appliquent au moins une mesure de prévention. Mais quand on regarde les jamais, il y a quand même 34% des gens, donc plus d'un tiers des gens qui ne regardent jamais s'ils sont fait piquer par des tiques ou ne les retirent pas. Donc,
il y a probablement des barrières à certaines mesures de protection qu'il faudrait essayer d'analyser. Quand on regarde parmi les personnes antérieurement piquées, donc il y en avait plus de 3000 dans le baromètre santé, on voit qu'il y en a 65%, que ce soit d'ailleurs, quelle que soit la zone d'incidence, donc là c'est l'est de la France et l'incidence faible, c'est plutôt l'ouest de la France, il y en a à peu près 2/3 qui retirent les tiques, soit avec le tire-tique, soit avec une pince à épiler, donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt mieux d'ailleurs dans l'est de la France que dans l'ouest. Mais par contre, ça fait en gros 30% des gens qui les retirent soit à la main, soit ils attendent que ça tombe tout seul, soit ils utilisent les techniques alternatives dont on a tous entendu parler un jour, mais qui ne sont pas efficaces. Donc il y a là aussi une marge de manœuvre pour que nos patients fassent mieux. Quelques études se sont intéressées aux déterminants de l'adoption de ces mesures préventives. Il y a, dans toutes les études, le niveau de connaissance et la perception du risque ressortent comme des facteurs d'acceptabilité des mesures préventives. Et donc là, on peut agir sur ces facteurs-là. Les autres facteurs, comme l'incidence de la borréliose dans une région donnée ou les caractéristiques socio-culturelles et démographiques, comme le fait d'être une femme, d'avoir plus de 55 ans, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc nous, en tant que professionnels de santé, je pense qu'on peut essayer d'améliorer l'acceptabilité des mesures en informant les patients sur les risques que représente une piqûre de tique, les conséquences potentielles sur la santé, sans être anxiogène, encore une fois, mais en essayant de les informer. Les informer, oui, et les informer comment? Alors, il y a plein de façons de faire, soit au cours d'une consultation, soit au cours d'un échange sur un autre sujet. Tiens, on en arrive, là, ça va être la saison des tiques, on leur donne une information à ce moment-là. On peut aussi distribuer des prospectus. Cette étude avait regardé prospectus versus vidéo versus des groupes contrôle, donc c'est un petit peu ancien, mais les résultats sont vraiment toujours d'actualité. Le fait de recevoir un support d'information, c'est un effet positif sur les connaissances, que ce soit sur la tique ou la maladie de Lyme, et ça renforce l'auto-efficacité et les intentions de protection. Le problème, c'est que ce n'est pas durable dans le temps, et donc il faut probablement répéter ces actions de communication. Donc on peut le faire en début de saison en leur disant « rappelez-vous les tiques, etc. » avec les mesures dont on vient de parler. Puis peut-être le faire au mois de septembre, octobre, en disant « alors, cette année, vous vous êtes fait piquer par une tique, comment vous avez fait ?» pour essayer d'en remettre une couche, et pas se dire « je l'ai fait une bonne fois pour toutes » parce que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je vais conclure avec ça. Je pense que la prévention, c'est un axe essentiel dans la promotion de la santé. On maladie infectieuse très sensible aux préventions et je pense que vous aussi. Et la place des professionnels de proximité me semble majeure parce que vous savez comment vivent vos patients, les risques qu'ils prennent en fonction de leurs activités, en fonction de leur jardin, en fonction de leur mode de vie. Et donc, on peut remettre une couche régulièrement en termes d'informations sur les risques qu'ils prennent et comment les éviter. L'information doit être simple, ciblée, répétée, sans être anxiogène. Et puis, on peut s'aider de documents qui sont écrits, qui sont sur le web. Notamment, j'ai fait juste 2 petits encarts là. La tactique anti-tic, ça a été un petit document édité par Santé publique France qui est accessible sur leur site et qu'on peut commander. Excusez-moi. Et puis, un document un peu plus, on va dire, riche en informations sur la maladie de Lyme, également édité par Santé publique France. Donc, on peut retrouver ça directement sur leur site. Il y a des informations également sur le site de CITIC, ce projet de recherche collaborative, sur le site des CRMVT, donc des centres de référence des maladies à tiques. Et puis, il y a des vidéos, ça c'est la vidéo de Santé publique France en lien avec les associations, et puis la vidéo des CRMVT également, qui reprend ces conseils que l'on peut donner aux patients. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très important de ne pas hésiter à leur donner des informations fiables. J'ai essayé de recenser quelques questions qui me semblaient revenir régulièrement. Il y en a peut-être d'autres et je suis à votre écoute. Merci. Merci Solène, c'était très intéressant. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à les écrire si vous voulez sur le fil de discussion. Alors, je ne sais pas si tu le lis aussi, Solène. Donc, lorsque vous parlez de petits rongeurs comme vecteurs, les rats des villes en font-ils partie? Alors, les rats peuvent être piqués par les tiques. Après, au sein des villes, il y a probablement des tiques
On l'a vu dans les parcs, dans les jardins, et donc ils doivent pouvoir être piqués et donc être des hôtes, enfin des réservoirs de tiques. Après, le rat des égouts, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de tiques dans les égouts parce que ce n'est pas un environnement qui est favorable. Mais bon, le rat des villes, je ne connais pas bien sa biologie, mais s'il sort, qu'il va dans les parcs, etc., probablement, en tout cas, qu'il peut être piqué. S'il n'y a pas de question. Les pharmaciens ont-ils le droit de retirer les tiques aux patients? Alors, je dirais oui. Après, si on parle de droits, on va dire, légaux, peut-être que ce n'est pas écrit dans la loi, mais je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas faisable. Ce n'est pas un geste médical, c'est un geste que les patients peuvent se faire eux-mêmes avec un tire-tique. Et donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas retirer les tiques. Non, non, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un geste qui n'a aucune... il ne peut pas y avoir d'accident de tire-tique. Donc, aucun souci. Il y a une question intéressante sur pouvez-vous nous dire pourquoi le vaccin contre la borréliose a été arrêté? Oui, en fait, donc ce vaccin, je crois que c'était dans les années 2000 aux États-Unis, avait été commercialisé et il y a eu quelques cas d'arthrite après vaccination. Tu m'arrêtes, Sophie, si je me trompe. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. En fait, c'est Quelques cas. Ouais. Ça a été rapporté dans les essais cliniques, mais pas en sur-risque. Et il y a eu des médiatisations de cas C'est aux ça. Et États-Unis, ouais. en fait, en reprenant ces cas-là et en les rapportant au nombre de vaccinations, probablement que c'est un peu comme pour le vaccin de l'hépatite B. Il y a eu une alerte qui, en fait, ne s'est pas confirmée. Et malgré tout, la médiatisation a fait que le vaccin n'a pas pu, on n'a pas pu perdurer la commercialisation. Puis le vaccin qui avait été développé à l'époque, il était que contre le sérotype Oui. qui est aux États-Unis. Donc pour nous, c'était pas très intéressant. Celui qui va être développé par Valneva, là, c'est des protéines recombinantes qui couvrent aussi les borrélioses de Lyme qui sont Européenne. présentes voilà, en Europe. Donc on attend les résultats avec impatience du coup. Alors, il y a une question sur la manière de retirer la tique. Est-ce qu'il y a plus de risques avec une pince à épiler de laisser le rostre en place si on tire d'un coup sec? Alors, effectivement, il ne faut pas tirer d'un coup sec. Vous avez vu le rostre avec ce système de petits harpons. Il faut probablement réussir à faire le même geste et donc juste de maintenir délicatement jusqu'à ce que le rostre, enfin, que l'ensemble de la tique soit retiré. Donc, c'est sûr que le tire-tique, c'est hyper facile, c'est très, très bien étudié. Donc, quand on en a un, je pense que c'est vraiment préférable de l'utiliser. Mais avec un peu d'habitude et sans ni appuyer sur la tique, ni tirer d'un seul coup. C'est possible aussi à la pince à épiler quand on n'a pas de tire-tique. Quelles seraient les recommandations pour le vaccin? C'est un petit peu tôt pour dire parce qu'on n'a pas encore le profil. En fait, il n'y a pas de publication, c'est une annonce sur le site de Valneva, mais on n'a pas donné du tout, ni en termes de schéma vaccinal, ni en termes de profil de tolérance. Donc, les recommandations, c'est un peu tôt d'en venir là. Ça probablement que ça passera d'abord par les gens les plus à risque, qui sont les métiers exposés, donc les forestiers, etc. Après, en population générale, il y aura, c'est un peu difficile de s'avancer et probablement qu'on commencera par le recommander ou en tout cas le favoriser dans les zones de haute incidence. Et s'il a un profil de tolérance peut-être très favorable, de l'ouvrir plus largement aux gens qui ont des risques par leurs activités, on va dire, leurs activités de loisirs. Mais c'est vraiment trop tôt pour parler de recommandations. Ok, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là et puis Merci.
Merci Solène, merci pour cette présentation. Donc, on va pouvoir passer à la